Bonjour Jacques, nous Bonjour sommes Georges. ravis de te retrouver en cette nouvelle année 2025 Moi aussi. sur Fréquence Populaire pour reprendre nos émissions d'analyse économique et géopolitique. Qu'attendent nos auditeurs? Tu es un de nos intellectuels, économistes et spécialistes de défense et de géopolitique parmi les meilleurs en France et en Europe. Et la guerre s'intensifie, en tout cas continue en Ukraine. Les Russes ont l'air de progresser. Donald Trump arrive à la présidence des États-Unis dans 2 semaines. Et on entend ici et là, dans ce début d'année, un peu ce qu'on a entendu pendant 3 ans, à savoir que les Russes sont épuisés, ne vont pas y arriver. Mais là, ça porte sur l'économie. Et je voulais te faire réagir sur un article écrit par Benjamin Kennel dans Le Monde, donc journal de référence. Le titre est « La situation économique de la Russie se dégrade avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ». Alors je te donne la parole tout de suite, mais citons quelques éléments qu'il donne. Il dit « L'inflation est à plus de 9%. C'est un signal alarmant selon certains économistes russes qu'il cite. Ça a contraint la Banque centrale à augmenter son taux directeur à 21%, ce qui est effectivement beaucoup. Par ricochet, les taux des banques, écrit-il, frôlent les 30%. Le rouble, lui, plonge comme il n'a pas plongé depuis mars 2022. Je crois que ça s'est un peu corrigé depuis. Alors il dit « Ces indicateurs révèlent une économie de guerre gagnée par l'inflation, menacée de surchauffe et rattrapée par les incertitudes. » Et de citer Alexei Mordachov, un grand capitaine d'industrie russe, qui aurait dit « Le taux de la Banque centrale est 2,5 fois plus élevé que l'inflation et elle ne ralentit toujours pas. C'est comme si les médicaments étaient plus nocifs que la maladie. » Et de conclure « Pour la énième fois, patatras, enfin les sanctions fonctionnent, l'économie russe est en train de s'effondrer, Poutine tremble sur son trône, bientôt il sera renversé. Qu'en est-il, Jacques ?» Alors, oui, il y a des problèmes en Russie. C'est tout à fait évident et j'y reviendrai. Mais si on regarde la situation, en fait, la situation, elle n'a pas changé depuis la fin de l'été. C'est-à-dire qu'on est dans une période de ralentissement de la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la vitesse à laquelle avançait l'économie russe ralentit. Mais l'économie russe continue d'avancer. Tu veux dire qu'elle ralentit comme chez nous, prévu à 1,2 passe à 0,9 officiellement ? Alors, ce qui était vérifié en début d'année, c'était une croissance de 5,4%. Bon. Au total, la croissance pour l'année devrait être autour de 3,8-3,9%. Une misère. On aura les chiffres définitifs, enfin, même pas définitifs, mais disons, les premières estimations, on les aura fin février. Donc oui, il y a un ralentissement de la croissance qu'on peut trouver qui était peut-être un petit peu excessive au début d'année, enfin excessive, par rapport aux capacités de production, ça s'entend, et ce ralentissement de la croissance est par ailleurs, je dirais, amplifié par le fait que cette année n'a pas été bonne pour l'agriculture, d'ailleurs partout, même chose en France, dans tous les pays européens, on a eu un été humide. Donc, la production agricole a baissé par rapport à l'année précédente. Et il faut savoir que pendant 3 ans, 2021, 2022, 2023, l'agriculture avait été tout à fait excellente. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la construction, elle, stagne. Et ça, c'est effectivement en partie, la question des taux d'intérêt. Et une autre raison, c'est le fait que on a supprimé une partie des mesures qui avaient été prises pendant la crise Covid de soutien aux hypothèques. Je rappelle que les hypothèques sont en Russie, en fait, le principal crédit logement. Et que... Comme aux États-Unis en Allemagne. Comme aux États-Unis, exactement. Ils ont grosso modo le même système. Et qu'il doit y avoir de nouvelles mesures, mais que ces nouvelles mesures, les décrets n'ont pas encore été pris.
Ils seront pris, je pense, fin janvier. Bon, donc on est dans un entre-deux qui fait que, effectivement, la croissance stagne. Le taux de propriété est très élevé, je crois, en Russie, tout à fait. Comparé à la France. Tout à fait, parce que, alors, cette propriété qui n'existait pas du temps soviétique, en fait, les gens ont été propriétaires des logements qu'ils occupaient. On leur a demandé une petite somme, et puis bon... Du jour au lendemain. Voilà, ils sont devenus... Et ça a créé effectivement une masse de propriétaires. Donc, on a cette situation, mais quand on regarde l'industrie, on voit que l'industrie continue de croître, et en particulier l'industrie manufacturière. Et donc, en particulier, l'industrie manufacturière qui se développe de manière quand même très rapide. Et, alors on pourrait dire, oui, mais dans cette industrie manufacturière, c'est essentiellement les industries d'armement. Je ne conteste pas que les industries d'armement se développent rapidement. Encore qu'elles ne sont pas identifiées comme telles dans les statistiques russes, il faut faire des recoupements, mais il est clair que quand on voit par exemple que l'industrie électronique et la fabrication d'ordinateurs augmentent de 25% dans le mois, bon, on peut penser que c'est très largement du matériel militaire, ça ne fait pas de question. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que il y a une très forte croissance des industries de consommation civile. Par exemple, l'industrie automobile. Et cette industrie automobile atteint désormais des taux de production dans le mois qui font que, sur un an, elle est même au-delà de son volume de production de 2019. Alors, pourquoi c'est quelque chose d'important ? Bon, d'abord parce que l'automobile, c'est un bien de consommation qui est très structurant. Et puis, la deuxième raison, c'est que cette industrie, elle avait été quasiment tuée par les sanctions. Alors, c'est vraiment une des industries sur lesquelles les sanctions ont fait le plus mal. La production était tombée à 15 000 véhicules par mois en juin-juillet 2022. 15 000 véhicules par mois, ça fait 240 véhicules par an. Ils étaient à 900 000 en 2021 et en 2019. Et bon. ça avait aussi coûté à Renault et donc à la France, puisque donc ça a coûté à avait Renault. 30% de ce marché quand même. Voilà. Bon. Donc ça avait été un choc très violent. Et depuis juillet 2022, il y a une remontée, d'abord relativement lente et puis de plus en plus rapide, de l'industrie automobile, et qui se fait à travers des accords qui sont passés avec des grands constructeurs chinois. Essentiellement, et aujourd'hui l'industrie automobile est grosso modo autour de 1 million de véhicules par an. Bon, on est, par exemple, ils avaient atteint en octobre plus de 90 000 véhicules. 90 000 véhicules, ça fait 1 100 000. Ils sont tombés là à 80 000 au mois de novembre. Bon. Donc ils sont autour de 960 000, 1 million. Et donc voilà, ils sont grosso modo au million, ce qui n'était pas le cas en 2021, ce qui n'était même pas le cas en 2019. Donc, il y a une remontée très nette des industries de consommation, et c'est là où on voit que, en fait, l'économie russe, elle est tirée tout d'abord par la production militaire, oui, c'est incontestable, mais aussi par une production de consommation civile qui est très importante. Mais d'ailleurs, la production militaire est reconvertible après le conflit. C'est-à-dire ce qui est produit, surtout avec les machines-outils modernes qui sont reprogrammables et qui sont en multitâches, on peut faire d'autres choses. Oui. Après, on ne peut pas tout faire. Par exemple, quand on fait des chars, on peut à la limite faire du matériel ferroviaire. Mais on ne va pas faire, je dirais, du petit électroménager. Enfin, faut savoir, or là, grosso modo, la production de chars, production et modernisation des chars existants, elle atteint les 1000 à 1200 exemplaires par an, alors qu'ils étaient autour de 200 exemplaires par an avant le début du conflit. Oui, c'est vertigineux. Donc voilà, il y a une augmentation extrêmement forte. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et je t'embête, mais ces critiques qui sont faites par ceux qui disent « Oh, ça ne tirait que par l'industrie militaire »,
Mais ça montre aussi que les Russes arrivent à le faire. Parce qu'après 3 ans de guerre, tout à fait. Les Occidentaux, pas plus les Américains que les Européens, sont passés d'une production de 250-300 chars à 1200. Tout à fait. Et par ailleurs, on sait qu'il y a aussi une très forte production de munitions. Bon, donc ça veut dire que l'industrie chimique... Oui, on peut difficilement faire des friteuses. Voilà, l'industrie chimique se développe évidemment beaucoup, parce que, en fait, les munitions, les obus, c'est de l'acier et du produit chimique, pour les explosifs. Pour la poudre aussi, pour la nitrocellulose, etc. Bon, donc voilà, ça, c'est un problème. Mais il y a aussi tout le développement de la consommation. Alors pourquoi ce développement de la consommation ? Parce que le revenu réel des Russes augmente de manière tout à fait fantastique depuis, grosso modo, le début de 2013. Alors, on a eu une période où le revenu réel a baissé, grosso modo, d'avril 2022 à octobre 2022. Première partie des sanctions. Ou la première partie des sanctions, là où elles font mal. En réalité, là, le revenu réel des Russes baisse. Puis, d'octobre 2022 à mars-avril 2023, il stagne. Enfin, où il progresse de 1% par mois. Enfin bon, il est grosso modo stagnant. Et à partir de la fin du printemps 2023, fin du premier trimestre, il augmente. Alors d'abord, il augmente avec des chiffres, je parle bien du revenu réel, parce qu'il y a toujours eu de l'inflation. Alors, il augmente avec des niveaux absolument fantastiques, de l'ordre de 11% dans le mois. Donc le revenu réel est supérieur à l'inflation de 9%. Oui, un peu plus. En juin, par exemple, on le voit en juin-juillet 2023, c'est tout à fait le cas. Bon, donc le pouvoir d'achat du Russe s'accroît. Il s'accroît très fortement. Alors maintenant, il s'accroît un peu moins fortement. Il s'accroît autour de 6% en termes réels. Donc quand on a une inflation de 9%, c'est-à-dire que le revenu nominal, ce que le salarié russe voit sur sa feuille de paye, ça augmente de 15%. Donc voilà, c'est aussi ce qui crée cette situation. C'est pas le cas chez nous. Voilà, c'est aussi ce qui crée la situation où, eh bien évidemment, ça a un impact extrêmement positif sur l'économie. Donc voilà, c'est un petit peu la situation de la croissance. Alors, nous avions interviewé 3 économistes de très haut rang, grâce à toi en Russie, comme nous sommes allés couvrir le sommet des BRICS de Kazan, un peu avant à Moscou, en particulier ceux de l'équivalent de l'INSEE, disons. Et ils nous avaient dit qu'il y a un risque qui doit être contrôlé, mais un risque de surchauffe de l'économie. Est-ce que, justement, cette inflation, cette hausse des salaires, le fait que le marché de l'emploi soit quasiment à zéro, c'est-à-dire que tout le monde est, ou presque, et travaille, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surchauffe de l'économie, comme le dit M. Kennel ? Oui, alors il y a un risque de surchauffe, c'est évident. D'abord une surchauffe en matière, je dirais, d'utilisation des capacités productives. Alors il faut savoir que les capacités productives ne sont jamais, dans aucune économie, utilisées à 100%. Actuellement, en France, le taux d'utilisation des capacités productives, ou du capital productif, d'après les études, d'après les enquêtes, plus exactement, de la Banque de France, il est autour de 72-73%. En Russie, en octobre, fin octobre 2024, on était à 88%. 88%, c'est-à-dire que pratiquement, parce qu'il y a toujours des machines qui sont en panne, qui ont besoin d'entretien, etc., on est effectivement au plein emploi du capital productif. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, au niveau de l'emploi, on voit très bien que le chômage, non seulement est tombé très bas, puisque le taux de chômage est de l'ordre de 2,8%, mais ce qui est encore plus important, c'est que dans ce chômage, le chômage qui reste important, ce sont des chômeurs qui sont au chômage depuis moins de 6 mois. Et on voit très bien que le chômage baisse, le seul chômage qui baisse moins, donc les deux courbes sont en train de se rapprocher,
ce sont les gens qui sont pour moins de 6 mois. C'est quoi ces gens qui sont au chômage pour moins de 6 mois? Ce sont essentiellement des gens qui trouvent que leur entreprise n'augmente pas assez vite les salaires ou que les conditions de travail ne leur plaisent pas, c'est aussi une possibilité, quittent leur emploi, donc s'inscrivent au chômage, en attendant de retrouver un emploi dans l'entreprise qu'ils cherchent, alors pour des raisons salariales, pour des raisons de conditions de travail, et on voit très bien qu'ils le retrouvent rapidement, puisque ça se fait en moins de 6 mois, et d'ailleurs, même encore plus intéressant, ça se fait très souvent en moins d'1 mois. Et on voit qu'aujourd'hui, en octobre 2024, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on parle et la date où sont mesurés ce genre de phénomène, les chômeurs de moins d'1 mois, je dis bien de moins d'1 mois, représentent à peu près 18% du total des chômeurs. Donc voilà, on est essentiellement sur du chômage frictionnel et non pas sur du chômage économique ou du chômage social. Alors oui, ces deux facteurs, l'épuisement des capacités productives matérielles, grosso modo du capital, et l'épuisement des ressources en travail, aboutit à une situation de surchauffe. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, l'investissement est extrêmement important. Et on voit qu'aujourd'hui, l'investissement va être, grosso modo, autour de 7,5-8%, une croissance de 7,5 à 8% de l'investissement en 2024, après, globalement, 8% en 2023, après 4% en 2022, en dépit des sanctions. Donc ça veut dire que la Russie continue d'investir de manière extrêmement importante. Et dans cet investissement, les items qui connaissent la croissance la plus forte, c'est l'acquisition d'équipements, grosso modo de machines, l'obtention de licences de production. Ce sont essentiellement auprès des Chinois qui passent des licences, les investissements de productivité. Donc c'est tout ce secteur qui est en train, je dirais, d'avancer, et ça prouve que l'industrie russe se modernise. Et c'est très important parce que l'un des risques qui était présent et auquel mes collègues russes et moi-même on a souvent fait mention, c'était que l'industrie, je dirais, se cannibalise elle-même. C'est-à-dire, elle lance des volumes de production extrêmement importants, mais qu'elle n'investisse pas. Donc, que l'on utilise, je dirais, jusqu'à la corde, les machines existantes, ce qui, évidemment, laisserait, d'ici 2-3 ans, l'économie russe dans un état critique. C'était un peu le cas en URSS. Oui, et c'est surtout le cas après la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne. Parce qu'en Grande-Bretagne, on voit très bien qu'il n'y a pas d'investissement industriel pendant la guerre. Ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de tout consacrer à la production militaire. Et ça va entraîner justement toutes les difficultés que la Grande-Bretagne aura de 1946-47 jusqu'à la fin des années 50. Bien. Ce n'est pas du tout le cas en Russie, puisqu'on a cette masse d'investissement extrêmement importante. Alors, simplement, il y a un problème. C'est que conjoncturellement, quand on investit, il faut acheter des machines, il faut les installer, il faut d'abord qu'elles soient livrées, il faut les installer. Et très souvent, les machines qu'on achète, on les fait commander. Une machine-outil, on l'a pas en stock. C'est pas quelque chose qu'on a sur une étagère. Ah oui, je vais acheter cette machine. Non, c'est pas comme ça. Elles ont des spécificités. Voilà, elles ont des spécificités. Donc, vous passez une commande et il faut le temps que l'entreprise fasse la machine. Donc, ça veut dire que le résultat des investissements qui ont été faits en 2022 et en 2023 ne commencera à se faire sentir qu'au premier semestre 2025. Et pour l'instant, effectivement, on est dans une situation où
on a un stock de machines qui a été très utilisé, qui continue d'être très utilisé. C'est l'un des facteurs évidents de surchauffe. Mais il faut bien voir que là, c'est un facteur qui est plutôt conjoncturel. Alors évidemment, tout ça, ça crée de l'inflation. Mais quelle inflation ? Il faut rappeler qu'en 2021, avant le début du conflit, la Russie avait déjà une inflation d'environ 6%. La Russie a traditionnellement une inflation relativement forte. Bon. Aujourd'hui, on est en novembre avec un taux d'inflation de 9,2. On va dire 9,2, c'est beaucoup. Oui, mais ça ne représente jamais que 50% de plus que le taux d'avant-guerre. Et c'est ça qui est important. Donc, effectivement, il y a une bouffée inflationniste qui est due à la surchauffe de l'économie. D'ailleurs, cette surchauffe qui est en partie conjoncturelle. Hein. On attend que les investissements se traduisent en nouvelles machines. Bon, mais pour l'instant, il y a ce problème. Au fait que on manque de personnel. Alors, ça pose le problème de l'immigration. Parce que les Russes savent très bien que l'une des solutions, c'est d'importer du travail. Et l'automatisation aussi. Alors, il y a l'automatisation aussi, mais l'automatisation, ça prend du temps. Ça prend du temps, et par ailleurs, ça fragilise les processus de production. Ça, il faut en être conscient que très souvent, le fait qu'une partie des choses soit faite par des opérateurs humains donne une flexibilité au processus de production qui est supérieur qu'un processus de production entièrement automatisé. Bon. Donc, il y aura, et il y a déjà, une immigration relativement importante en Russie. Venant des ex-pays soviétiques du Sud. Ça, c'est en train d'être épuisé. C'est épuisé. C'est en train d'être épuisé, et par ailleurs, c'était une immigration assez peu qualifiée. Ça va essentiellement dans le logement. Hein. C'est essentiellement des gens qui vont travailler dans le logement. Je penche plutôt, moi, pour une immigration en provenance de Chine et du Vietnam. D'ailleurs, je peux faire une petite révélation. Quand j'étais fin mars, à Moscou, j'ai pris le taxi. C'est un certain nombre de fois. Moscou, c'est une grande ville. Je n'ai eu que des chauffeurs chinois, avec lesquels je conversais à travers l'application de traduction qu'ils avaient sur leur téléphone portable. Alors, vous voyez, un Chinois qui lit sur son téléphone portable ce qu'il doit dire, avec un accent quand même assez important. Bon. Et moi-même, dont le russe est loin d'être parfait, je le dis tout de suite, bon, on avait quelques moments des petits problèmes de compréhension. Bon. C'est drôle, c'était pas mon cas en octobre. Je travaille beaucoup sur des Russes classiques. Voilà, hasard. Bon. Et je demande à mes collègues, ils me disent « Ah, c'est pas possible, il doit bien y avoir des chauffeurs de taxi russes, pourquoi pas ?» Et il me dit « Mais tu sais, il y a aujourd'hui une immigration chinoise qui n'est pas encore comptabilisée, mais dont tout le monde sait qu'elle est très importante. » Donc c'est un peu comme New York dans les années 70, 80, 90, voilà. Avec les chauffeurs indiens, africains. Exactement. Voilà. Qui faisaient principalement taxi, quoi. Voilà. Alors ça c'est pour la grande ville. Et puis il y a toute une série d'autres phénomènes qui sont de l'immigration ou pas de l'immigration pour l'instant, mais qui vont le devenir. C'est le fait qu'il y a aujourd'hui à peu près 20% d'étudiants d'origine chinoise dans les universités russes. C'est une des grandes inquiétudes russes, en particulier des nationalistes. Une fraction la conquête de une fraction de l'aile nationaliste est classiquement très inquiète là-dessus. La population, elle, le tolère très bien, pour une raison très simple, c'est que les Russes, ils ont déjà beaucoup d'Asiatiques. Eh oui. Une partie non négligeable de la population russe est d'origine asiatique. À Kazan, tu en as vu, tu serais allé à Oufa,
la capitale du Bashkortostan, tu en aurais vu plus. Moscou, les visages, bien sûr, on voit que c'est mélangé. Oui. On le voit très bien. Donc il y a ça. Tout ça pour dire que, oui, il y a une bouffée inflationniste, et que cette bouffée inflationniste ne pourra se résoudre que par l'investissement et la formation du personnel, globalement. Bon. Alors là, on se dit, oui, mais c'est pas ce que fait la Banque centrale. La Banque centrale, elle monte les taux. Et elle monte les taux de manière, je dirais, assez ridicule. Même si on est à 9% d'inflation, avoir un taux directeur de la Banque centrale, c'est grosso modo le taux qui décide de l'ensemble des autres taux, à 21%, c'est-à-dire on est à 12% au-dessus du taux d'inflation, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement. Et de ce point de vue-là, je pense que la Banque centrale de Russie fait à la fois une erreur de diagnostic et une erreur d'outil. Elle fait une erreur de diagnostic en pensant que cette inflation est essentiellement une inflation liée à la consommation des ménages. Ce n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un élément de consommation des ménages dedans. C'est le graphique qu'on a vu sur l'augmentation de la consommation des ménages. Tout à fait. Bon, ça c'est clair. Mais fondamentalement, ce qui est la cause du processus inflationniste, c'est essentiellement le fait que l'industrie russe arrive en butée de ses capacités. Donc oui, ça... alors, c'est une butée provisoire, puisque j'ai dit que les investissements qui ont été faits en 2023 et au premier semestre de l'année 2024 vont se traduire par l'arrivée de nouvelles machines, de nouveaux équipements au début de 2025. Mais c'est vrai qu'actuellement, on est en butée des capacités de production. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, le deuxième problème pour la Banque centrale, c'est que elle ne sait réagir que par les taux d'intérêt. Et ça, alors, ça a des raisons très profondes. Le fait que la vieille idéologie monétariste, et même pas l'idéologie actuelle, parce que par exemple le Fonds monétaire international... Ça ressemble à des choses qui ont été faites aux États-Unis il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est ça qu'ils fait. Tout à fait. Bon, en fait, aujourd'hui, un économiste du Fonds monétaire international, il a une vision beaucoup plus souple et en fait beaucoup plus complexe de ce que c'est que le phénomène de l'inflation, que n'ont pas les responsables de la Banque centrale de Russie. Ils n'ont pas encore appris. Voilà, tout à fait. Ils ont un retard, alors qui peut s'expliquer par des raisons structurelles, des raisons de formation, etc., de 15 à 20 ans, de ce point de vue-là. Donc, une erreur de diagnostic et une erreur dans l'utilisation des outils, effectivement, ça donne un niveau du taux directeur qui est absurde. Le niveau qui serait raisonnable serait entre 15 et 16%, pas plus. Il ne faut pas monter à des extrêmes comme on monte aujourd'hui. Et il y a maintenant des tensions très fortes entre les politiques, le monde des affaires et la Banque centrale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les économistes russes, moi aussi d'ailleurs, on pensait que la Banque centrale monterait son taux lors de sa réunion de décembre à 23%. Et on a été surpris parce que ils ont décidé de ne pas monter les taux. Alors officiellement, ils disent qu'ils voient des éléments de désinflation. Moi, je traduis ça plutôt par le fait que le gouvernement et le président leur ont dit, bon, écoutez, vous commencez à exagérer un petit peu, voilà... on va prendre le temps d'attendre un petit peu. Bon. Mais fondamentalement, on voit bien que la lutte contre l'inflation passe aujourd'hui beaucoup plus par l'expansion des capacités productives que par ces questions de taux d'intérêt. Alors, quelle est la conséquence de cette double erreur de la Banque centrale ? Quel est le risque réel
puisqu'il y a une erreur quand même substantielle, de l'ordre de 5-6%. Tout à fait. Sur le taux directeur. Les conséquences sont moins sur l'investissement que sur le fonctionnement au jour le jour des entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises empruntent très peu pour investir. Elles investissent essentiellement sur leurs fonds propres. Et elles ont fait des profits considérables en 2022 et 2023. Donc elles ont de quoi investir. En fait, la part du crédit dans le financement de l'investissement, c'est entre 9 et 11%. Donc voilà, même si ces 9 et 11% sont à des taux qui sont invraisemblables, ça ne va pas réellement avoir un impact sur l'investissement. Par contre, les entreprises utilisent des crédits pour le tout venant. Autrement dit, l'achat des stocks, l'achat du matériel de production, etc. Et là, effectivement, la conséquence de cette hausse des taux, c'est que les entreprises répercutent la hausse des taux sur le prix du produit. Donc, en fait, la mesure prise contre l'inflation alimente, en partie, ça doit alimenter autour de 1% ou 1,5%, l'inflation. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Là où ça va probablement jouer le plus, c'est sur le crédit à la consommation. Et on voit déjà que le crédit à la consommation commence un petit peu à piquer du nez. Alors oui, c'est normal parce que vous achetez une voiture, vous devez payer même pas 21%, parce que avec le taux bancaire, vous payez 25%, 25, 26, 27% d'intérêt. Vous allez dire, c'est invraisemblable. Alors, c'est invraisemblable, mais moins qu'il n'y paraît, parce que en réalité, votre revenu nominal, on l'a vu, augmente. Voilà, et il augmente énormément. On est sur des taux d'augmentation, d'accroissement du revenu nominal de 15, 16, 17%. Donc oui, ça commence à toucher le crédit à la consommation, et de plus en plus, les ménages cherchent à se désendetter, donc ça fait baisser le niveau de la consommation. C'est pour ça que la consommation augmente moins vite au deuxième semestre qu'elle a augmenté au premier semestre. Elle continue d'augmenter, mais elle augmente quand même moins vite. Pourquoi ? Parce que, justement, les ménages cherchent à se désendetter dans cette situation où les taux d'intérêt sont extrêmement importants. Et puis il y a une troisième conséquence pour ces taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt se répercutent évidemment sur les dépôts des ménages. Et aujourd'hui, il y a des ménages qui, par exemple, déposent de l'argent sur des comptes bloqués à 3 ans, à 5 ans, dont les taux sont très supérieurs à l'inflation. Parce qu'avec un taux directeur à 21%, ça vous donne un taux sur les dépôts autour de 18-19%, alors qu'on a une inflation de 9%. Donc, les ménages se disent, il vaut mieux épargner pour consommer quand demain, quand la Banque centrale baissera le taux d'intérêt. Ce qui fait que, en réalité, les banques ont beaucoup d'argent en dépôt et que donc, elles peuvent tourner la question des taux d'intérêt en utilisant ces dépôts pour faire des crédits. Donc, on est dans une situation où, en réalité, la politique excessive, j'ai dit, je suis très connu en Russie avec quelques collègues pour être assez agressif vis-à-vis de la Banque centrale. C'est des articles que je publie dans la presse russe, bien. Mais là, je dois dire que la hausse des taux d'intérêt, d'une part, elle nourrit l'inflation, et d'autre part, elle continue d'accroître le revenu des ménages à travers la rémunération de l'épargne, ce qui fait que les ménages vont continuer
à consommer. Donc on est dans une situation assez absurde, et je le répète, c'est le produit d'une erreur de diagnostic quant à la cause de l'inflation, ça qui est très clair, et ensuite d'une erreur dans le choix des instruments. Alors merci Jacques pour toutes ces explications claires, précises, chiffrées, argumentées, mais au total, on n'a pas une économie en effondrement là. Ah non, pas du tout. On a une économie qui a les problèmes de sa croissance. Mais alors qu'est-ce que nouveau, cette nouvelle vague fraîche de début janvier 2025 de l'économie russe est en train de s'effondrer et les sanctions fonctionnent? Alors, d'abord, c'est de la pensée magique, hein. C'est très clairement de la pensée magique. Mais pourquoi faire? Comme on veut que les sanctions fonctionnent, on va dire qu'elles fonctionnent. Même si elles ne fonctionnent pas. Bon. Au bout de 3 ans, c'est absurde. Voilà. Oui, c'est de la pensée magique. Moi, à l'époque où j'avais pas les bonnes notes en mathématiques ou en quelque chose, je me le disais très très fort, il faudrait que j'ai des bonnes notes, mais on s'en rend compte au moins que ça marche pas, il faut travailler. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça, c'est un problème classique, bien. Après, il y a une autre raison. C'est le fait que aujourd'hui, il y a peut-être un journaliste sur 100 qui écrit sur la Russie, qui est capable de lire le russe, qui est capable d'aller aux sources primaires. Bon, or... Mais il y a des traducteurs. Oui, je sais, oui, effectivement, encore que le traducteur automatique sur le russe, il est assez médiocre. Je confirme. Parfois, c'est ouf. Oui, voilà, bon, il est assez médiocre. Bon, donc il vaut mieux être capable de lire directement. Et surtout, ces gens ne lisent pas les textes, un petit peu, alors qu'ils sont soit publiés par les organismes officiels, hein, comme Rosstat, le FSGS, soit par la Banque centrale, qui publie d'ailleurs énormément de choses, soit qui sont publiés dans les bons journaux ou les bons magazines économistes. Par exemple, il y a un magazine qui est très connu en Russie, qui s'appelle Monocle. Bon, alors le monocle, c'est à la fois le monocle, mais ça veut aussi dire la longue vue, hein, la jumelle. Bien. Et on trouve des actes d'ailleurs. Ils ont fait un très 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 bon papier où ils expliquent que oui, effectivement, la politique de la Banque centrale va poser problème pour la croissance et que la croissance pourrait retomber en 2025 autour de 2,5 à 3%. Alors, ça fait quand même une baisse de la croissance de l'ordre de 1,5%, 1,5 points de croissance. Mais même si on est au plus faible, hein, autour de 2,5%, l'Union européenne connaîtra une croissance de 1%. La France connaîtrait une croissance de 0,7-0,8%. Et l'Allemagne est en récession. Mais j'allais y venir. Tu t'introduis la question suivante, puisqu'on est malheureusement dans un conflit économique entre l'Occident et spécifiquement l'Europe et la Russie, et on va tous espérer qu'on en reste là, puisque il n'y aura plus personne pour écouter nos histoires si on passe à un conflit ouvert, vu que il y a quelques pays nucléaires. Il faut comparer ceux qui parlent de l'effondrement de l'économie russe avec la situation en Europe. Et donc, 3,8-3,9% de croissance, je pense qu'ici, il y aurait une fête gigantesque à Bercy, hein, qui inviterait tout Paris pour... quand même. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Je confirme. Donc, récession en Allemagne, sur plusieurs semestres. Récession en Grande-Bretagne, qui en plus a énormément d'autres problèmes. Croissance pas très forte en France. En Europe, c'est du 1%. Oui, croissance très faible en Italie. Et en fait, il n'y a que l'Espagne qui est à 1,5% de croissance. Il me semble que sur les questions de dette, les Russes, franchement, ont pas beaucoup de problèmes. Si on compare, qui souffre le plus ? C'est clairement l'économie européenne. C'est clairement l'économie des pays européens. Alors, le pays qui souffre le plus, c'est l'Allemagne. Ça, c'est très clair. C'est l'Allemagne. D'ailleurs, si on regarde... où il y a une crise politique, le gouvernement a changé, il va y avoir une élection, mais c'est beaucoup dû à cela, la crise politique. Justement, oui. Et parce que, en plus, il faut savoir que l'industrie allemande a connu, ça c'est pas une récession, mais une dépression de moins 4,5%.
Donc oui, en fait, c'est la montée des services dans l'économie allemande qui maintient un PIB autour de moins 0,5, moins 0,8%. Bon, déjà une récession, mais bon, pas dramatique. Mais si on regarde la production industrielle, c'est la production industrielle allemande qui, elle, connaît une crise très profonde et qui est essentiellement liée au coût de l'énergie. Et puis c'est elle qui tracte tout en Europe centrale, en Europe de l'Est. Exactement, exactement. Donc ça, c'est un problème tout à fait essentiel. Alors après, sur la France, il y a deux problèmes. Il y a un problème structurel, bon, qui est connu. Il y a évidemment les incertitudes politiques et le fait qu'on est dans une situation politique, comme diraient les Russes, compliquée. Bon, c'est leur mot pour dire qu'il y a des problèmes. Ils disent, oui, la situation est compliquée. Bien, donc nous sommes dans une situation compliquée. Bien, et d'ailleurs, l'économie française est quasiment à l'arrêt, a été quasiment à l'arrêt au 4e trimestre, et elle le sera de fait au 1er trimestre de 2025, puisque la prévision de l'INSEE, qui est qualifiée elle-même d'optimiste par l'INSEE, quand même assez intéressant de voir que même quand ils font une prévision, maintenant ils disent oui, on est peut-être un petit peu trop optimiste, elle est de 0,2% de croissance pour le premier trimestre. Donc je pense qu'on sera... Et puis, on a énormément de plans sociaux annoncés. Tout à fait, donc je pense qu'on sera, en fait, avec une forme de stagnation pendant le premier et peut-être le 2e trimestre, et que la croissance ne devrait repartir que dans la 2e moitié de 2025. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu ces derniers temps, fin décembre, toute une série de prévisions qui ont été faites. La Banque de France a ramené son niveau de prévision à 0,8-0,9. Rexecode, c'est le patronat, c'est grosso modo c'est le MEDEF. C'est le MEDEF. Eux pensent 0. Alors c'est quand même intéressant parce que quand c'est le MEDEF qui le dit, on peut penser qu'il y a quand même du sérieux là-dedans. Mais il y a d'autres instituts qui donnent des taux de croissance de 0,4, 0,5. Donc globalement, oui, la France est en croissance très faible, on est marginalement en croissance. Bon, même chose pour l'Italie. L'Italie fera sur l'année 2024 probablement 0,6-0,7%, un peu moins qu'en France. Et elle devrait être, elle aussi, quasiment stagnante pour l'année 2025. Ils ont l'avantage d'avoir une industrie qui est plus ou moins fonctionnelle. Oui, mais même cette industrie, aujourd'hui, souffre énormément des prix de l'énergie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Mme Meloni veut discuter avec la Russie sur la question de l'énergie, parce qu'elle est prise à la gorge. Donc, oui, très clairement, c'est l'Europe qui souffre le plus. Mais c'est ça le sujet, parce que tu l'as... Mais donc, on va faire une petite coupure ici. Ouais. Voilà. Un quintet de tout, là. Donc on le voit avec Mme Meloni, il n'est pas tellement le choix en fait. Elle est obligée de prendre le GNL dont tu as parlé, là, qui lui vient directement par le Turkish Stream. Quoi qu'on dise sur le fascisme, le théâtre fasciste réel ou supposé de l'AfD, l'argument principal de l'AfD en Allemagne, mais comme de la gauche de Sarah Wagenknecht, c'est on arrête la folie. Je pense qu'ils sont d'accord avec le patronat allemand là-dessus. Oui, et on reprend le gaz russe, parce que sinon, on va finir dans les choux. Ah, tout à fait. Alors c'est là qu'on a une... Je t'ai écouté sur... récemment, tu as fait, il y a quelques jours, une interview sur Omerta, où tu parlais plus de la guerre, et tu disais l'Ukraine est détruite. Très concrètement, c'est plus de 50% de l'appareil de production d'énergie, les industries sont défaites, puis toute la partie la plus productive est quasiment sous contrôle russe. Ils viennent de prendre une énorme mine de lithium. Est-ce qu'on n'a pas des dirigeants européens en état de panique,
qui se manifeste par ce genre d'articles, j'ai pris celui-là parce que c'est Le Monde, mais on peut le voir sur différents plateaux de télévision, où j'ai des élucubrations sur est-ce qu'il y a des Coréens qui courent ici ou pas, est-ce qu'il y a une offensive sur Koursk qui va aller jusqu'à Moscou, l'armée ukrainienne est dans une situation difficile, pour ceux qui font l'effort, tu disais de lire, moi je le fais, de lire la presse ukrainienne, Ukrainska Pravda, qui est tout à fait lisible pour ceux qui parlent russe ou voir avec les traducteurs on y arrive, ou les commentaires des chefs de brigade ukrainiens, ça va pas du tout sur le front, sur tous les fronts. L'économie est ravagée, tu l'as décrit très bien, était déjà ravagée avant la guerre, donc maintenant c'est encore pire. Les dirigeants européens voient la défaite là. Oui. Est-ce qu'ils sont en panique? Est-ce que c'est pas un état de panique? Oui, en partie. Alors, je dirais, ça se sent surtout dans la classe médiatique. Parce que cette classe médiatique française, elle s'était lancée à 90% dans un soutien, et un soutien inconsidéré à l'Ukraine. Bon. Aujourd'hui, elle voit que ça ne va pas, effectivement, que la situation est extrêmement négative pour les Ukrainiens, et sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan militaire aussi. Et, sur le plan politique, pour ceux qui ça ne va pas du tout à l'intérieur du pays. Et il faut maintenir une forme de narrative qui dise oui, c'est un mauvais moment à passer, mais vous allez voir, celui d'en face est encore en plus mauvais état que nous. Ce qu'on a vu être faux. Ce qu'on a vu être faux. Et ce qui est très inquiétant dans ce type de raisonnement, c'est grosso modo le raisonnement que tenaient les dirigeants nazis dans les derniers mois de la guerre. Ils disaient oui, c'est vrai, nous sommes en train de reculer, on se prend des coups terribles, mais d'ici quelques semaines, l'alliance contre nature entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique va exploser, et on pourra faire une paix séparée. Alors certains pensaient qu'ils feraient la paix séparée avec les Occidentaux, d'autres pensaient qu'ils feraient la paix séparée avec les Soviétiques. Mais grosso modo, on va pouvoir retourner la totalité de nos forces contre un ennemi et non pas contre les trois. Bon. Et ça, il faut savoir que c'est le raisonnement qui a été tenu par les chefs nazis quasiment jusqu'à la fin. Bon. Et là, ce qui me semble... Zelensky a l'air complètement dans cette logique. La plupart de ses interviews semblent délirantes. Alors, il faut faire attention, parce que il y a ce que Zelensky pense et il y a ce qu'il dit. Et je suis persuadé je pense ce qu'il dit. Voilà. Je suis persuadé qu'il maintient un discours, il dit des choses, parce que, évidemment, si l'aide occidentale s'arrêtait maintenant, ça serait encore pire pour l'Ukraine. Donc il faut qu'il maintienne un narratif. Oui, c'est vrai, on a des problèmes, mais grosso modo, ça va, on tient, on gère, on assure. Parce que sa grande crainte, c'est que, alors avec l'arrivée de Trump au pouvoir encore plus, c'est de voir le robinet occidental se fermer. Bon. Mais je pense que lui-même sait très bien que la situation est extrêmement grave, et je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment, je dirais, raisonnables en Ukraine pour le savoir, mais ce n'est pas parce qu'ils sont raisonnables qu'ils peuvent agir. Et ça, c'est quelque chose... Si, il faut faire attention. On a souvent le sentiment de dire, voilà, mais les Ukrainiens ne sont pas raisonnables. S'ils étaient raisonnables, ils devraient faire ça. Oui, mais quelles sont les conséquences? Le problème, c'est qu'on a, par exemple, une armée et une société ukrainienne qui, globalement, est de plus en plus fatiguée par la guerre. Globalement. Mais qui, en son sein, a une minorité assez forte de jusqu'au-boutistes. Et le problème, c'est que le premier qui dit « il faut arrêter ça et il faut payer le prix qu'il faudra pour l'arrêter », se fait immédiatement accuser d'être un traître par les jusqu'au-boutistes. Or, ces jusqu'au-boutistes, le problème, c'est qu'ils sont armés. En particulier, alors c'est la brigade Azov, c'est toute une série de brigades de l'armée ukrainienne qui sont complètement dominées par cette extrême droite ultranationaliste. Et là, le risque, c'est que
avec l'ouverture de négociations, ces négociations vont s'ouvrir, ouvertement ou pas. Ça, c'est, d'une certaine manière, ça, c'est de la diplomatie. Sinon, il y aura une capitulation sans condition un jour. Oui, tout à fait. Donc on va rentrer dans une phase de négociation. Mais le grand risque, c'est de voir une partie de l'armée se retourner contre le pouvoir politique et d'avoir, grosso modo, ce qui s'est passé en Allemagne. 1918-1919 avec les Freikorps. Voilà, tout à fait. C'est l'apparition des corps francs, les Freikorps. C'est aussi le fait que on ne veut pas assumer la défaite. Et donc... Il n'y a pas de spartakiste. Voilà, on cherche le Kaiser. Non, mais on cherche d'abord le Kaiser. C'est Ludendorff lui-même. Ludendorff qui était l'un des fondateurs du parti nazi. Faut pas l'oublier. Bon, qui dit au Kaiser, vous allez abdiquer et vous partez où vous voulez, mais il ne faut pas que ce soit le Kaiser qui demande l'armistice. Bon, donc, il y a d'abord cette pression. Et pourquoi ils le font? Pourquoi est-ce que Hindenburg, Ludendorff, à un moment donné, disent il faut la paix à tout prix, quitte à en faire, je dirais, porter le fardeau par d'autres que nous? Mais c'est parce qu'ils se disent, autrement, l'armée allemande se désintègre complètement. Alors, ce raisonnement, à mon sens, risque d'être, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, le raisonnement qui sera tenu en Ukraine. Alors, on a beaucoup parlé des désertions autour de la brigade Anna Kievskaya, Anne de Kiev. Anne de Kiev. Bon. Reconnu par le ministère aujourd'hui. Tout à fait, après que... Pour les dizaines qui ont déserté en France. Voilà. Mais surtout, il semble, d'après les blogueurs ukrainiens, qu'il y en ait 1700 à 1900 qui est déserté en Ukraine. Un tiers de la brigade. Ouais, c'est un tiers de la brigade qui s'est évaporé. Bon. Après, d'ailleurs, il faut l'annoncer, il faut le dire, que les fameux fact-checkers du Monde aient écrit, il y a de cela à peu près 2 semaines, que non, c'était une fake news, que l'importance de ces désertions en Ukraine. Alors, quand on lit ou quand on écoute les blogueurs militaires ukrainiens, on sait qu'il y a grosso modo 50 à 60 000 déserteurs en Ukraine sur une armée de 450 000 hommes. Mais comme tu as dit, il faut rappeler aussi, parce que certains disent oh, bah, voilà, il y a plein de déserteurs donc c'est fini, il y a aussi un corps tout à fait ultra combatifs, qui tiennent le coup et qui sont qui sont nationalistes ou pas, qui sont les pieds dans la boue et qui continuent. Tout à fait. Et d'ailleurs, les désertions ne sont pas en temps de guerre un phénomène anormal. Oui, c'est classique. Bon, il y a eu dans toutes les armées, dans tous les camps. Bon, la question, c'est quel est le taux par rapport aux autres. Voilà. Et 50 à 60 000 sur 450 000 hommes, c'est pratiquement le niveau de l'armée allemande à l'été 1918, où on estimait qu'il y avait 1 million de déserteurs sur 10 millions de soldats. Donc c'est ça, à peu près. Et c'est pour ça que je dis qu'il va se passer un moment où même les dirigeants militaires vont aller voir Zelensky et lui dire « Si vous ne faites pas la paix, si vous n'entrez pas dans des négociations rapides maintenant, ce que l'on risque, c'est une désintégration complète de l'armée. Et ils voudront éviter ça à tous les prix. » Alors ça nous amène au sujet géopolitique global lié à ces guerres en Ukraine. Donald Trump arrive au pouvoir officiellement dans 2 semaines. Si tout se passe bien, qu'il glisse pas sur une peau de banane en attendant. Lui, il continue à annoncer Tagada soin de soin, je vais téléphoner à Zelensky et à Poutine dans 24 heures, c'est réglé, bon, ce qu'il disait pendant la campagne. Le général Kellogg, qui est un brave combattant, mais qui a l'air d'avoir des compétences en géopolitique assez médiocres, qu'il a nommé, propose un plan auquel les Russes ont déjà répondu pour ceux qui lisent, par une fin de non-recevoir absolument claire et nette. Je peux la résumer en substance, on ne vous croit pas. Que vous soyez Trump, Biden ou Obama, vous avez, au sens du Kremlin, trahi trop de traités, trop d'accords, en particulier Minsk, on ne vous fait pas confiance, nous on veut un trait. Vous nous avez arnaqué en 91 avec l'extension de l'OTAN.
qu'a confirmé John Matlock dans un débat que j'ai revu là avec Kissinger, où Matlock dit très clairement si on avait passé un accord, c'était pas. Maintenant les Russes veulent que ce soit inscrit dans un traité international de type de Vienne, tamponné par tout le monde. Sinon, ils continuent. Oui. Et eux, ils iront jusqu'à l'endroit où ils considèrent que si les Américains y mettent des batteries de missiles, ça sera suffisamment loin de Moscou. En gros, on est dans cette situation. Oui, tout à fait. On est dans cette situation. En même temps, je ne pense pas que Trump se faisait beaucoup d'illusions sur son « je vais régler ça en 48 heures », le général Kellogg va obtenir. Bon, c'est comme dans une partie d'échecs. Dans une partie d'échecs, il y a 5 ou 6 coups qui sont ce qu'on appelle les coups d'ouverture. Les Russes ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas d'un cessez-le-feu tel qu'il était proposé, qu'ils voulaient un accord global. Bien, les Américains vont en prendre acte et vont dire, d'accord, on va négocier. Vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Mais nous savons aussi que nous n'aurons pas tout ce que nous souhaitons. Et donc, on va rentrer dans des négociations. Alors, soit elles sont publiques, j'y crois pas trop, mais bon, soit elles sont secrètes, donc là il faudra bien écouter les quelques fuites qu'il y aura, en sachant que ces fuites peuvent être des ballons d'essai. Bon. Mais on va rentrer dans le dur des négociations. Le problème, c'est combien de temps vont durer ces négociations. Les négociations, historiquement, elles ont duré 2 ans en Corée. Alors, les négociations sérieuses ont commencé en 1953, après la mort de Staline. Et là, ça a duré quelques mois, 3-4 mois, et on est arrivé à l'accord qui continue d'ailleurs de fonctionner, puisqu'il n'y a jamais eu de traité de paix. Mais il faut savoir que pendant la partie de ces négociations, les combats militaires ont été extrêmement violents. Oui, bien sûr. Et l'une des caractéristiques de ce genre de négociation, c'est que dans chaque camp, on essaye de prendre des gages importants. D'où la tentative ukrainienne à Koursk, bien, mais aussi d'où les coups de boutoir que donnent les Russes dans toute une série de régions. Et, par exemple, Pokrovsk, alors, c'est pas la ville en tant que telle qui est importante, mais c'est le fait que c'est le cœur d'un système défensif fortifié. Oui, c'est Verdun. Tout à fait. Et là, ils ont dépassé Pokrovsk au sud, ils sont en train de le dépasser vers le nord, ils vont fermer les mâchoires, et les Ukrainiens seront obligés d'évacuer Pokrovsk d'ici quelques semaines. Donc, on va être dans une situation où, assez paradoxalement, alors qu'on va négocier réellement, alors que les négociations vont être réelles, on aura des combats extrêmement violents. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est combien de temps cette situation va durer. Parce que une chose, c'est de dire, bon, ça dure 2-3 mois. On commence à négocier fin janvier, février, mars, peut-être avril. On a un accord en mai. Bon, ça, c'est une chose, et il est probable que les Ukrainiens vont continuer à reculer, mais il n'y aura pas de reculade catastrophique. Ou alors, ça dure. Ça dure jusqu'à l'automne. Septembre, octobre, novembre. Dans quel état sera l'armée ukrainienne? Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, les chefs militaires ukrainiens vont dire à leurs hommes politiques, que ce soit Zelensky, que ce soit le président de la Rada, écoutez, il faut que vous arriviez à trouver une solution de paix, parce que l'armée est en train de se défaire. Bon. Et ça, c'est peut-être ce qu'attendent les Russes. L'impression que j'ai, moi, c'est que c'est ce qu'ils attendent et qu'ils ne se préparent pas à des négociations courtes. Parce que... Sauf si on leur cède. Oui, mais... Alors, je vais tester cette hypothèse avec toi. Il me semble que le problème des Russes n'est pas tellement l'Ukraine, que l'accord global dont tu parles, qui visera à résoudre également les questions des sanctions,
et qui visera à dire la frontière de l'OTAN, c'est là, et vous mettez un maximum de bases militaires de temps, c'est-à-dire ce qui n'a pas été fait en 91. À moins que je lise de travers ce qu'écrivent les stratèges russes, c'est ce qu'ils veulent. Oui. Et la négociation, elle est surtout là-dessus. Pas de savoir si la frontière va passer à gauche ou à droite de Pokrovsk. Tout à fait. Tout à fait. Et si c'est ça, c'est une négociation pas de 2 mois. Ça. Il faut mettre d'accord tout le monde. D'accord tout le monde, il faut que les États-Unis soient d'accord. Oui, mais il faut lever des sanctions. Enfin, tout ça demande un peu d'entre-gens, un minimum, avec les Allemands, les Polonais, les Français, les Anglais. Et puis de toute façon, rien qu'avec les Américains, décider de où s'arrête définitivement et quel est le volume de base autorisé d'un côté, enfin du côté de l'OTAN, et qu'est-ce qui pointe vers la Russie, ça se négocie pas en 3 mois, ça. Là, je suis pas tout à fait d'accord. À partir du moment où il y a un accord global, de dire voilà, on reconnaît qu'il faut vous assurer vos garanties de sécurité. Mais vous devez aussi reconnaître que vous ne devez pas être dans une position qui soit trop capable de menace. Et puis, il y a un non-dit. Il est clair que cette guerre va se solder par une défaite de l'OTAN. Bon, pas simplement une défaite des Ukrainiens, mais une défaite de l'OTAN. Et ça, les Américains ne veulent pas que ce soit trop public, que ce soit trop explicite, parce qu'il y a un problème aussi de maintien des équilibres. Si ils lâchaient en rase campagne l'Ukraine, ça serait le plus mauvais des signaux qu'ils enverraient à la Chine dans leurs futures négociations avec la Chine. Bon, donc, c'est pour ça qu'il y aura, je dis, une vraie négociation. Mais si on se met d'accord sur ce cadre général, après, on peut assez rapidement trouver des solutions. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. C'est grosso modo ce qu'a dit Trump, il l'a déjà dit, ça. La neutralisation de l'Ukraine... il a parlé de délai de 10 ans, 20 ans, qu'accepteront pas les Russes. Mais il est même allé plus loin. La neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire le fait que l'armée ukrainienne sera limitée dans ses armements, est quelque chose qui peut se négocier. Ça ressemble de plus en plus à la même de 1918. Ça. Oui, ou à la Finlande. C'est le traité soviéto-finlandais. Oui, ça va se passer, que les Ukrainiens soient d'accord ou non. Toutes les manières, comme c'est pas eux qui produisent des armements, si les Américains disent, voilà, on vous vend plus de fusées Atacams, et avec vos lanceurs sans fusée, vous pouvez pas faire grand-chose. Bon, la question est réglée de toutes les manières. En fait, ce qui me semble être le problème essentiel, c'est de faire admettre à toute une série de gouvernements cette nouvelle réalité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un bloc, grosso modo le bloc des Scandinaves et des Polonais. Les Polonais, Suédois, les 3 pays baltes, qui vont être très pris à contre-pied. Alors, les Polonais, eux, peuvent espérer s'en sortir d'un point de vue de prestige, en développant leur armée, en faisant en développant les bases militaires américaines en Pologne. Le cas déjà. Ce qui est déjà le cas, bon. Okay. Mais pour les Suédois et les 3 pays baltes, ça sera déjà beaucoup plus difficile. Et puis surtout, quelles seront les conséquences sur les pays du sud de l'Union européenne et du sud de l'OTAN? Les nouveaux entrants. Des nouveaux entrants qui aujourd'hui commencent à trouver qu'ils ne sont pas si bien que ça dans l'OTAN. La Hongrie, la Slovaquie. Bon, donc, on a vu l'élection fraudée en Roumanie de manière honteuse, mais c'était ça le problème. Tout à fait. Donc, on a tous ces problèmes-là. Donc, je pense que non seulement on aura autour de ces négociations le risque d'une véritable crise politique en Ukraine, et d'une crise politique qui peut prendre des aspects
très déplaisant. Donc, comme tu as dit, c'est l'émergence de Freikorps, mais qu'on peut avoir aussi des situations, certes pas comparables, mais de délitement extrêmement important dans la partie sud de l'OTAN et la partie sud de l'Union européenne. Donc ça, c'est un des grands enjeux, et c'est pour ça aussi que les États-Unis, ils cherchent à la fois à trouver une solution, maintenant, bon, c'est clair, mais ils ne cherchent pas à trouver une solution qui soit l'équivalent d'une défaite en race campagne. Bon. En tous les cas, pas d'une défaite immédiate. Peut-être qu'ils peuvent faire un échange. Donald Trump qui n'arrête pas d'appeler le Premier ministre Trudeau, qui est démissionné, de gouverneur du 51e État. Ouais. Ça se trouve, tu prends l'Ukraine, tu prends le Canada. Oui, d'accord. Tu plaisantes. Ouais, mais, non, alors, moi, j'avais en tête, je dirais, un autre fait historique, c'est la manière dont les États-Unis ont lâché le Sud-Vietnam. Ils ne l'ont pas lâché immédiatement. L'accord de paix, qui a duré à peu près 2 ans, était normalement celui du maintien d'un Sud-Vietnam, certes diminué, certes bombé. Le problème, c'est que les Américains, tout d'un coup, ont découvert, ça c'est grande magie de la presse, que le gouvernement sud-vietnamien était très corrompu, qu'il n'était pas démocratique, et donc le Sénat américain a commencé à bloquer les programmes de renforcement de l'armée sud-vietnamienne. Et pour te donner raison, en ce moment même, au Congrès des États-Unis, commence à se discuter, omerta totale il y a 2 mois, où va réellement notre argent qu'on a envoyé en Ukraine? Où sont les dizaines de millions ici? Où sont les centaines de millions là? Est-ce que tout est bien arrivé où ça devait arriver? En général, quand cette petite musique se met en place, effectivement, ça ressemble à ce que tu disais à l'époque du Sud-Vietnam. Tout à fait. Ça donne le moyen de se justifier. Voilà. Nous, on a tout bien fait. Ouais. Voilà. Si nous avaient écouté, si c'était pas des corrompus, on aurait gagné. Ils sont vraiment... Et comme les Russes sont pas idiots, ils connaissent aussi leur histoire. Il n'est pas impossible qu'ils acceptent d'obtenir moins que ce qu'ils veulent, pour l'instant, sachant que la situation va évoluer très rapidement dans l'année ou dans les 18 mois qui suivent. Donc, voilà, on est dans cette... Tu prévois un jamais 203. Chinook au-dessus de l'ambassade de Saigon, Chinook au-dessus de l'ambassade de Kaboul. Bah non, demain, parce que Chinook au-dessus de l'ambassade de Kiev. Bah non, parce que il y a d'abord beaucoup. Enfin, honnêtement, il n'y a pas besoin de monter une telle évacuation. Il suffit de prendre sa voiture. C'était pour l'image. Bon, donc, mais effectivement, le fait que tout d'un coup on découvre. Suffira d'un scandale. Oui. Dire voilà, mais il y a tant de centaines de millions ou tant de milliards qu'on avait donnés à l'Ukraine et qui sont partis dans tel endroit, etc. C'est pas possible. Et à ce moment-là, le Congrès dit voilà, en attendant qu'on ait tout vérifié, on bloque tout. Mais s'ils font ça, crac. De fait, l'Ukraine s'effondre en quelques semaines, voire en quelques mois. Ce que tu rappelais, c'est déjà l'Union européenne qui maintient le fonctionnement de l'Ukraine, pas dans la partie militaire, dans la partie civile. Dans la partie civile. Il n'y a pas. Dans la partie civile. Bon. Après, il faudra voir quand est-ce que ce type de mouvement atteindra l'Union européenne. Et s'il l'atteint. Allez, et pendant ce temps, les BRICS se renforcent. On vient d'apprendre l'entrée de l'Indonésie, c'est le Brésil qui préside, le Brésil qui préside cette année les BRICS. Ils étaient 9, puisque l'Arabie Saoudite n'est pas rentrée finalement de plein droit. Oui. On a un 10e membre de plein droit, 4e pays le plus peuplé de la planète, l'Indonésie. C'est colossal. Oui, et pays musulman. Et un très grand pays musulman, le plus grand. C'est le plus grand pays musulman, c'est le plus grand pays musulman du monde, absolument. Oui, oui, c'est quelque chose qui est. Alors, c'est extrêmement important au niveau global et au niveau régional. Au niveau régional, parce qu'il faut savoir que l'Indonésie, alors bon, c'est un pays avec des centaines et des centaines d'îles, bon, mais ça va grosso modo de l'océan Indien,
On a une partie qui n'est pas si loin que ça de l'Inde, jusqu'à la Nouvelle-Guinée, et ça regarde l'Australie. Donc régionalement, c'est un bloc immense. Et puis... Et ça passe par le détroit de Malacca. Tout à fait. C'est le contrôle sur les détroits de Malacca, avec la Malaisie en plus, qui maintenant... qui demande à entrer à l'entrée et qui commence à taper un petit peu sur la porte en disant ouais, on veut rentrer. Bon. Et puis il y a une autre chose, c'est que symboliquement, alors là au niveau global, les BRICS sont en train de reconstituer ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés. Ah oui, là, c'est... La conférence de Bandung, c'est frappant. C'est quoi l'Inde, l'Indonésie, la Chine, au départ. Plus, il y avait la Yougoslavie. Mais c'est en train de ressembler vraiment à ça. Or, ce mouvement des non-alignés... Puis Nasser, l'Égypte qui est déjà entrée. Ça a eu, je dirais, une influence considérable en accélérant le processus final de décolonisation. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est effectivement très important. Et ce qui ne m'étonnerait pas, c'est qu'on apprenne dans le cours de l'année 2025 l'entrée aussi de la Malaisie. Oui. Parce que la Malaisie fait tout pour entrer. Il y a eu un message personnel du roi de Malaisie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un royaume, la Malaisie. Bon, monarchie complètement constitutionnelle, où le roi n'a que des fonctions décoratives. Mais bon, il a envoyé un message aux 5 dirigeants des BRICS, disant que son pays, certes, était très satisfait d'être considéré comme un des pays amis des BRICS, mais qu'il voulait y rentrer. Le Premier ministre, qui est l'homme qui a le pouvoir réel en Malaisie, a doublé ça d'un message personnel. Bon, donc on voit bien que la Malaisie fait vraiment maintenant du forcing pour entrer. Donc oui, je crois qu'il y a des événements qui sont en train de se passer en Asie, qui sont extrêmement importants. Et sur le processus de décolonisation, je pense que ce que tu as dit fait écho à ce qui se passe avec un processus de dénéocolonisation. Parce que ce qui se passe en Afrique avec la France, avec à nouveau la conférence de presse absolument ridicule du président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit c'est moi qui ai tout décidé et tout, j'ai laissé les Africains... Enfin bon, le Premier ministre Sanko du Sénégal a éminemment riposté en disant mais il raconte n'importe quoi, c'est nous qui avons décidé d'être souverains. Mais s'ils peuvent se permettre, c'est qu'ils sentent que derrière, il y a cette nouvelle force, les BRICS, qui leur permet de bomber le torse. Oui, tout à fait. Alors, outre le fait que ce n'est malheureusement pas la première, et je crains que ce ne soit pas la dernière, des déclarations stupides d'Emmanuel Macron. Bon, ça c'est un autre problème. Mais oui, tu as raison, il y a ce basculement. Mais ce qui me semble quand même très important, c'est de voir la montée du poids de l'Asie et de l'Afrique dans les intérêts de la Russie. Et j'ai terminé, il y a de ça quelques jours, une étude sur le nouveau commerce extérieur de la Russie, c'est le commerce extérieur de la Russie post-sanction. On voit que l'Asie est aujourd'hui complètement dominante. Elle représente à peu près 70% des exportations russes. La Russie exporte vers l'Asie environ 70%. Elle continue d'exporter un petit peu vers l'Europe, et c'est quand même essentiellement vers l'Asie. Même chose pour les importations. Et qu'il y a une zone, alors qui est certes très faible, mais qui monte de manière considérable, c'est l'Afrique. Et le pourcentage, le poids relatif de l'Afrique dans le commerce extérieur russe, c'était 1,7% en 2022. C'est aujourd'hui entre 3,5 et 4%. Ah oui. Donc on a ce double phénomène, et ça, c'est aussi très symptomatique de la construction des BRICS, qui, à partir d'une base en Asie, et on voit bien que les BRICS, c'est au départ, bien sûr, il y a le Brésil, mais au départ, c'est quand même essentiellement des puissances asiatiques ou semi-asiatiques, Chine, Inde, Russie, l'Afrique du Sud, mais qui est traditionnellement tournée vers l'océan Indien, qui est une zone marquée par l'Inde et par la Chine. D'ailleurs, il y a une minorité importante indienne
qui vit en Afrique du Sud, et depuis très longtemps, hein, depuis l'Empire britannique, en réalité, bon, que les BRICS sont en train de consolider leur emprise sur l'Asie, et à partir de l'Asie, vont regarder vers l'Afrique, où ils ont déjà des pays qui ont adhéré aux BRICS. Hein. Tu l'as dit, il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie, pays dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un des pays qui a la croissance la plus importante, la plus rapide en Afrique. Bon. Et qui, à partir de là, vont commencer à regarder à nouveau vers l'Amérique latine. Et donc, on voit bien qu'il y a ce phénomène, et pourquoi c'est extrêmement important? Parce que ça touche des pays qui sont à la fois les pays où se concentre la majorité de la population mondiale, mais aussi la majorité des ressources mondiales. Et là encore, il faut bien le constater, la diplomatie des pays européens, que ce soit de la France, mais même des autres pays, n'a pas du tout pris la mesure des changements qui sont survenus. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, pour cette analyse globale, en partant d'un point précis, l'état de l'économie russe, qu'on a comparé après avec l'Europe, et jusqu'à aller cette vision, analyse globale. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, et j'en suis sûr avec Jacques, c'est souvent le cas, eh bien, n'oubliez pas de commenter, faites-nous part de vos impressions, éventuellement de points qu'on n'aurait pas abordés, que vous aimeriez qu'on aborde dans une prochaine émission avec Jacques. Likez, partagez, faites connaître et faites tourner cette vidéo. On vous remercie et collectivement, on vous souhaite à tous une excellente année 2025 qui, je pense, vu ce qu'il se passe sur tous les fronts économiques et les fronts réels, risque d'être assez rock'n'roll. Tout à fait, et intéressante. À très bientôt.